Bonjour à tous, bienvenue dans cette deuxième vidéo du chapitre 4 du cours de calcul formel. Alors pour suivre le plan du poly, on va maintenant étudier la terminologie générale des corps finis. Et alors je voudrais commencer par un préambule sur la représentation pratique des corps finis. Elle est fondée sur le théorème suivant, soit K un corps et P dans K crochet X un polynôme irréductible, alors, donc on peut noter grand K, qui est K crochet X quotienté par l'idéal engendré par P, est un corps. Donc c'est comme ça que, étant donné un corps petit k, on peut construire une extension de petit k, c'est-à-dire un corps dont petit k s'identifie à un sous-corps. Et cette propriété-là est très, très utile. Alors, on peut donner déjà un premier exemple. Si k, c'est z sur 2z, et p, c'est le polynôme x carré plus x plus 1, ce polynôme est de degré 2 sur z sur 2z, il n'a pas de racine, il suffit de vérifier que p de 0 et p de 1 sont tous les deux égaux à 1, et donc, comme il est de degré 2 sans racine sur k, il est irréductible, donc on peut considérer grand K qui est z sur 2z de x, quotienté par l'idéal engendré par x2 plus x plus 1. Alors ça donne un exemple de corps. Quel est l'intérêt de ce corps? Ça va être son cardinal, donc on peut écrire la suite de ce théorème K. Donc sous les mêmes hypothèses, grand K est un espace vectoriel, en plus d'être un corps, c'est un espace vectoriel de dimension le degré de P sur le corps K. Une base de cet espace vectoriel est la famille 1x, x2 jusqu'à x puissance le degré de P moins 1, où petit x est la classe de grand X modulo P. La classe de grand X modulo P, c'est en fait l'image de grand X par la surjection canonique de K crochet X dans K crochet X sur P. Donc, petit x est un élément de grand K, et on a cette propriété. Alors, ça pose aucune difficulté de démontrer ce théorème, ou même le complément qui est ici, donc je vous laisse le faire, il y a des indications dans le poly, mais en tout cas, c'est très important de bien comprendre ce que ça signifie. Ce que ça signifie, c'est que si on prend l'exemple de tout à l'heure, donc on fait la suite du même exemple, c'est que K est un z sur 2z espace vectoriel de dimension 2. Donc, le cardinal de K, c'est 2 puissance 2, c'est 4. Et donc, on peut écrire ça de manière plus générale, donc théorème, disons, suite et fin. Le cardinal de K, c'est le cardinal de petit k à la puissance le degré de P, si K, petit k est un corps fini. Ça vient simplement du fait qu'en tant qu'espace vectoriel sur petit k de dimension 2 P, il est isomorphe à petit k puissance 2 P. Alors attention, là je me suis trompé, c'est un espace vectoriel de dimension 2 P, bien sûr, sur le petit corps K. Et donc le cardinal de grand K, c'est le cardinal du petit corps K puissance le degré de P, si bien sûr le petit corps K est fini. Et une autre remarque, c'est que comme groupe abélien, grand K est isomorphe à petit k à la puissance le degré de P. Et notamment, en pratique, petit k, ce sera souvent z sur pz. Et donc, le groupe abélien K sera isomorphe à z sur pz puissance le degré de P. Donc par exemple ici, quand on regarde ce corps à 4 éléments,
comme groupe abélien, il est isomorphe à z sur 2z au carré, le groupe de Klein. Donc, on a ces propriétés qui sont très importantes, qui vont beaucoup nous servir. Et donc, en pratique, on peut construire un corps fini de cardinal Q égale P puissance D, donc avec P un nombre premier et D un entier supérieur ou égal à 1, en choisissant un polynôme P dans Z sur PZ, crochet X, irréductible de degré D, et en considérant le corps K, qui est Z sur PZ de X, quotienté par l'idéal engendré par P. Et donc ce qu'on vient d'expliquer montre que ça fournit bien un corps fini de cardinal Q. Alors, quand je dis c'est en pratique, déjà ça c'est un théorème, que pour tout nombre premier P et pour tout entier D supérieur ou égal à 1, il existe bien un polynôme irréductible dans Z sur PZ de X de degré D, donc ça on verra après dans la suite du cours pourquoi c'est le cas. Et en tout cas, si on admet ça temporairement, ça montre que pour tout Q de la forme P puissance D, il existe bien un corps de cardinal Q, un corps fini de cardinal Q, et ça donne un moyen de le construire. Et donc l'intérêt algorithmique, disons, ou l'intérêt effectif dans le cadre de ce cours, c'est que si on sait calculer dans Z sur PZ, alors on sait calculer dans Z sur PZ de X quotienté par P. Bon, si on dispose bien sûr du polynôme P. Pourquoi? Parce que on va faire exactement comme on avait vu dans la vidéo numéro 4 du chapitre 2, c'est-à-dire qu'on va représenter tout élément de ce quotient comme un polynôme de degré strictement plus petit que doc P à coefficient dans Z sur PZ, ce qui revient à dire qu'on représente un élément de ce quotient par sa décomposition dans cette base de l'espace vectoriel grand K, où grand K c'est ça. Et on avait vu à l'époque qu'on pouvait très bien faire la somme tout à fait facilement de deux éléments représentés de cette manière-là. Et si on voulait faire le produit, il suffisait de multiplier les polynômes sous-jacents vus dans Z sur PZ de X, et une fois qu'on avait fait le produit de ces polynômes, de faire le reste, de calculer le reste dans la division euclidienne par P de ce produit. Et donc du coup, on peut vraiment faire tous les calculs, aussi trouver des inverses, sans problème, dans ce corps-là, simplement en prenant des relations de Bézout entre l'élément qu'on veut inverser et P. Donc, c'est ça qu'il faut retenir, c'est que dans la suite, les corps finis, on va les construire en pratique sous cette forme-là. Et donc, on va s'intéresser d'une part au polynôme irréductible, ce sera important de savoir si un polynôme est irréductible pour savoir s'il permet de construire un corps fini de cette manière-là. Et aussi, il faudra imaginer que quand on a un corps fini, il est donné comme ça. Et donc ça va nécessiter qu'on adapte un peu certaines définitions qu'on donne d'habitude. Et c'est ça qu'on va faire maintenant. Donc on va parler tout d'abord d'extension et de degré. Alors, on va se donner K, petit k et grand K, deux corps, et on a tout un tas de définitions. Donc, on dit que grand K est une extension de petit k, et on note grand K sur petit k, cette extension, si on dispose d'un homomorphisme de corps phi de petit k dans grand K.
Donc cet homomorphisme de corps est appelé aussi plongement. Et donc, qu'est-ce que c'est qu'une extension? C'est simplement avoir un homomorphisme de corps de petit k dans le grand K. Alors, une petite remarque. En effet, tout homomorphisme de corps est injectif, c'est ça qui justifie aussi qu'on puisse appeler ça un plongement, et c'est ça qui justifie que ce soit raisonnable. Vous savez que... Alors qu'est-ce que c'est déjà qu'un homomorphisme de corps? C'est simplement un homomorphisme d'anneau qui va d'un corps dans un corps. Dans un homomorphisme d'anneau, vous savez que le noyau c'est toujours un idéal, mais là, si vous avez un homomorphisme d'anneau qui va d'un corps dans un corps, le noyau, ça va être un idéal du corps de départ. Alors les idéaux d'un corps, il n'y a que 0 et k. Ça ne peut pas être k tout entier parce qu'on doit envoyer 1 sur 1 pour un homomorphisme d'anneau, et qu'à l'arrivée, 1 c'est pas 0, parce que sinon à l'arrivée on aurait l'anneau nul, et c'est pas possible parce que justement on a un corps à l'arrivée. Donc le noyau d'un homomorphisme de corps, c'est un idéal qui n'est pas le corps tout entier, et donc c'est juste 0, et forcément phi est injectif. Donc vous voyez qu'il y a déjà une petite nuance avec une définition que vous avez pu voir d'extension. Alors je ne sais pas quelle définition vous avez vue d'extension, peut-être différentes définitions. En tout cas, souvent on dit une extension grand K de petit k, c'est simplement deux corps tels que petit k soit un sous-corps de grand K. Là, c'est pas exactement pareil. On ne demande pas que petit k soit un sous-corps de grand K, on demande qu'il existe un homomorphisme de corps. Et ce qu'on peut remarquer, c'est que alors, phi de petit k est un sous-corps de grand K isomorphe à petit k. Ça c'est tout à fait clair, vu qu'on a un homomorphisme de corps injectif, l'image de phi, c'est un sous-corps de grand K isomorphe à petit k. Et puis réciproquement, si grand K possède un sous-corps isomorphe à petit k, alors K est une extension de petit k, simplement en prenant l'application qui a petit k, qui va de petit k dans le sous-corps en question. On peut l'avoir comme une application de petit k dans grand K, qui est un homomorphisme de corps de petit k dans grand K. Donc c'est la même chose d'être une extension de petit k ou de posséder un sous-corps isomorphe à petit k. Et là où il faut faire attention aussi, c'est que se donner une extension, c'est se donner les deux corps et l'homomorphisme de corps. D'accord? C'est ça qui est important, c'est que quand on a une extension de l'un dans l'autre, enfin quand l'un est une extension de l'autre, on dispose d'un homomorphisme de corps de l'un dans l'autre. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un K-plongement? Donc, ça c'était la première définition. Alors, soit K et L, deux extensions d'un même corps petit k, on appelle K-plongement de K dans L, tout homomorphisme de corps, donc disons psi, de K dans L, qui induisent l'identité sur K si on voit K comme un sous-corps de K et L. Si on ne veut pas voir K comme un sous-corps de K et L, on a une situation qui est celle-ci. Petit k s'envoie par un certain, disons, phi indice grand K dans K, par phi indice grand L dans L, et là, on a psi, et la bonne définition, si vous voulez, celle qui est précise, c'est de dire que pour tout x dans petit k, quand on applique psi à l'élément phi k de x, ça donne phi L de x, puisque ça, c'est x vu dans grand K, et ça, c'est x vu
dans grand L. Donc bien sûr, ça signifie que psi rond phi k égale phi L, c'est-à-dire que le diagramme que j'ai écrit ici commute. C'est juste la définition d'un diagramme commutatif. Donc c'est ça, un K-plongement. C'est un plongement, c'est-à-dire un morphisme de corps de K dans L, qui respecte la structure d'extension du petit corps K que possèdent grand K et grand L. Et alors, deux extensions K et L d'un même corps petit k sont dites isomorphes si il existe un K-plongement bijectif de K dans L, c'est-à-dire un psi comme tout à l'heure qui soit bijectif, et dans ce cas-là, automatiquement, la bijection réciproque est encore un K-plongement. Ensuite, une extension grand K sur petit k est dite finie si la dimension de grand K vue comme petit k espace vectoriel est finie. Donc, bien sûr, si on a une extension grand K de petit k, on peut définir une structure d'espace vectoriel. En effet, on a une structure d'espace vectoriel en posant lambda.y égale phi de lambda fois y, avec phi l'application de petit k dans grand K, le plongement, qui est donné puisqu'on sait que grand K c'est une extension de petit k par hypothèse. Et donc phi de lambda, c'est un élément de grand K. Donc cette écriture, bien sûr, c'est pour lambda dans petit k et y dans grand K. Et donc là, on a un élément aussi de grand K. Et ça, c'est simplement le produit dans le corps grand K. Et donc cette structure d'espace vectoriel, c'est ce qu'on a vu dans la première vidéo, quand on a dit que un corps de caractéristique P est toujours un espace vectoriel sur son sous-corps premier. C'est exactement la même chose, sauf que quand on avait le sous-corps premier, c'était naturellement un sous-corps du corps qu'on était en train d'étudier. Là, petit k, c'est pas forcément un sous-corps, c'est juste qu'il y a un morphisme de corps de petit k dans le grand K. Donc c'est légèrement plus général, c'est pour ça que là on a le phi de lambda, on ne peut pas juste écrire lambda y, mais à part ça, c'est tout à fait la même chose. Donc, on a une notion d'extension finie, et dans ce cas, le degré de cette extension se note k de point petit k, et c'est la dimension, comme petit k espace vectoriel, de grand K. On a aussi une notion de K sous corps, si L est une extension de petit k. Qu'est-ce que c'est qu'un K, un petit k sous corps de L est un sous-corps K, grand K de L, tel que phi de petit k soit inclus dans grand K. D'accord? On a L qui est ici une extension de petit k, donc on a K qui est à valeur. Comme ça, on a un morphisme, disons, je peux le noter phi L, on a un morphisme de corps de petit k dans grand L, et qu'est-ce que c'est qu'un K sous corps? C'est simplement prendre K inclus dans L, et ce qu'on veut, c'est que phi L de petit k soit inclus dans grand K, comme ça on peut avoir ici ce qu'on peut noter phi k, qui est en fait phi L co-restreinte à grand K, et on a ce diagramme qui est commutatif, si vous voulez, en prenant l'injection canonique de grand K dans grand L, et donc on a bien une notion de K sous corps de L.
Alors, qu'est-ce qu'on a comme propriété? On a évidemment le théorème qu'on peut appeler théorème de la base télescopique, qui est que si grand K sur petit k et grand L sur grand K sont des extensions finies, alors grand L sur petit k aussi, et on a le degré de grand L sur petit k, qui est le produit du degré de grand L sur grand K par le degré du grand K sur petit k. D'accord? Donc ça, je pense que c'est quelque chose que vous avez probablement déjà vu, et c'est un théorème qui est très important, c'est le théorème de la multiplicativité des degrés, et donc c'est un résultat très utile. Une autre propriété qui est peut-être un peu moins souvent utilisée, mais qui est quand même utile, si on prend K un corps, et grand A une K-algèbre, qui est de dimension finie, comme petit k espace vectoriel, si en outre A est intègre, alors A est un corps. Donc ça c'est facile à démontrer. Vous regardez simplement x, un élément non nul de A, vous considérez la multiplication par x, qui va de grand A dans grand A, c'est une application K linéaire, puisqu'on a une structure de K algèbre. Cette application est injective parce que l'anneau est intègre, et donc elle est surjective, donc 1 un antécédent, et ça vous donne un inverse pour l'élément x dont vous étiez parti. Donc au passage, cette propriété-là, c'est une cousine, si vous voulez, de la propriété qui vous dit que si vous avez un anneau intègre qui est fini comme ensemble, alors c'est en fait un corps, et cette propriété se démontre exactement de la même manière en regardant la multiplication par x pour x un élément non nul de l'anneau, sauf que au lieu d'avoir la propriété qu'on a une application linéaire en dimension finie, on dit simplement que c'est une application entre ensembles finis, et donc que le fait qu'elle soit injective montre qu'elle est surjective.